Chers étudiants, bonsoir. Le thème dont nous allons parler aujourd'hui est le sepsis grave et les chocs septiques. Alors, au cours de cette présentation, nous allons voir la définition des différents états septiques. Le sepsis sévère et le choc septique sont des manifestations systémiques d'une réponse de l'hôte, c'est-à-dire de l'organisme, à une infection. Son incidence n'est pas négligeable. On rapporte pour le sepsis sévère 300 nouveaux cas par 100 000 habitants par an aux États-Unis. En Algérie, nous n'avons pas d'études épidémiologiques sur la question. Il faut savoir que 50% des chocs septiques ou des sepsis sévères ont lieu en dehors des milieux de réanimation et que 10% vont nécessiter des admissions en soins intensifs et en réanimation. La mortalité, donc, pour le sepsis sévère, elle est de l'ordre de 25% et pour le choc septique, elle est aux alentours de 50%. Vous voyez donc la gravité de cette situation qui représente une urgence médicale. Il est important de faire la distinction entre les différents états septiques. On parle de sepsis quand on a un syndrome de réponse inflammatoire systémique qui est en relation avec une infection. On parle de sepsis sévère ou état infectieux grave lorsque il y a un sepsis qui est associé à une hypotension qui ne répond pas au remplissage vasculaire ou bien qui est associé à une hypoperfusion ou à une dysfonction d'au moins un organe, c'est-à-dire qu'on a soit une encéphalopathie septique, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, une oligurie, une acidose métabolique que l'on n'arrive pas à expliquer, une hyperlactatémie ou une coagulation intravasculaire disséminée. Et enfin, on parle de choc septique lorsqu'il y a un sepsis sévère avec une hypotension persistante malgré un remplissage vasculaire adéquat et ou la nécessité d'utiliser des drogues vasoactives comme la noradrénaline ou l'adrénaline associées à une hypoperfusion et ou une dysfonction d'au moins un organe. Vous voyez sur ce slide qu'il y a donc une chronologie entre les différents états septiques. On parle de SIRS quand on a un syndrome infectieux avec au moins une température élevée, une tachycardie, une polypnée et une hyperleucocytose. Ensuite, on va passer par chronologie vers le sepsis sévère et le choc septique dont nous avons vu les différentes définitions sur la plaque précédente. Alors pour le détail, le sepsis, c'est un syndrome qui va regrouper des éléments cliniques et biologiques caractérisés par une réaction inflammatoire systémique de l'hôte qu'on appelle le SIRS, qui est une réponse à une infection qui est probable, documentée ou suspectée. Et selon la sévérité de la présentation clinique, il va y avoir un continuum entre le sepsis sévère et le choc septique. Donc le sepsis est considéré comme sévère lorsqu'il va entraîner une hypoperfusion tissulaire avec une défaillance aiguë d'un ou de plusieurs organes, comme par exemple une hypotension, une hypoxémie, une acidose respiratoire, etc. Et on parlera de choc septique quand on sera devant un sepsis sévère qui va être associé à une hypotension artérielle qui est réfractaire à une réanimation liquidienne adéquate et qui va nécessiter l'utilisation d'un traitement à base donc de drogues vasoactives. Alors sur le plan physiopathologique, quels sont les mécanismes qui vont nous conduire vers le choc septique? Le syndrome de réponse inflammatoire systémique résulte d'une activation complexe du système immunitaire qui va se manifester par une inflammation systémique et par une dysfonction endothéliale. La réponse du patient par rapport au virus va dépendre de la virulence de cet agent infectieux et des caractéristiques de l'hôte, c'est-à-dire que si le patient donc a une maladie chronique ou s'il est sous immunosuppresseur ou il y a parfois des facteurs génétiques qui font que donc la personne sera plus sensible à ce germe. Cette complexité de la réponse à l'inflammation
donc est lié d'une part à des réactions pro-inflammatoires qui vont avoir comme objectif de détruire l'agent causal et qui sont en partie responsables des lésions d'organes dans le sepsis sévère, et d'autre part à des réactions anti-inflammatoires qui peuvent favoriser une infection secondaire. Par ailleurs, l'état de choc et l'hypoperfusion tissulaire, ainsi que la présence de phénomènes locaux qui sont complexes au niveau de la microcirculation, comme par exemple des microtrombies, comme l'altération de la perméabilité vasculaire et la dysfonction endothéliale, vont contribuer à donc cette hypoxie tissulaire et au développement d'une acidose lactique. Le choc septique résulte de l'invasion de l'organisme par des agents infectieux tels que les bacilles grammes négatifs, les bacilles grammes positifs, les champignons ou les virus. Ces agents infectieux vont mettre en cause le système immunitaire de l'organisme qui va répondre par une activation de l'immunité cellulaire, c'est-à-dire les macrophages, les leucocytes, les plaquettes et les cellules endothéliales, et l'immunité humorale, à savoir le complément, la coagulation et les protéases. L'activation de l'immunité cellulaire par les produits bactériens, en particulier les endotoxines, va entraîner une libération de cytokines pro-inflammatoires telles que le TNF-alpha et les interleukines 1 bêta, qui vont stimuler la libération de monoxyde d'azote, de molécules d'adhésion, de médiateurs lipidiques, de cytoxines pro-inflammatoires, de cytoxines anti-inflammatoires, qui elles-mêmes vont entraîner des altérations cellulaires, en particulier au niveau vasculaire, à type de macro- et microcirculation, avec comme conséquence une augmentation de la perméabilité capillaire. L'altération de la macro- et microcirculation va être responsable d'une augmentation de la perméabilité capillaire, d'une défaillance cardio-circulatoire qui va associer une hypovolémie absolue qui est liée à l'hyperperméabilité capillaire, à l'augmentation des pertes insensibles et à la formation d'un troisième secteur, à une hypovolémie relative qui, elle, est due à une vasodilatation périphérique. Dans l'état de choc, l'élément le plus donc prédominant est la vasoplégie artérielle et veineuse qui va conditionner le traitement symptomatique initial, c'est-à-dire le remplissage et le traitement vasoconstricteur. Les modifications de la régulation de la perfusion de chaque organe est à l'origine d'une maldistribution des débits sanguins régionaux qui vont entraîner une baisse de la perfusion tissulaire et une altération de la microcirculation avec apparition de dysfonctions d'organes, notamment une activation de la coagulation qui va conduire vers une coagulation intravasculaire disséminée dont l'intensité est variable et est corrélée à la survenue d'un syndrome de défaillance polyviscérale. Alors si on se résume, lorsque nous sommes face à une infection, il va y avoir libération de toxines qui vont être à l'origine de réponses inflammatoires qui peut être donc adaptée en faisant intervenir l'homéostasie qui va contrôler l'infection et on va avoir un patient qui va survivre, soit on va avoir une réponse inadaptée à type donc de réponse pro-inflammatoire excessive et de réponse anti-inflammatoire avec diminution des défenses immunitaires. Tout ceci va conduire à une agression tissulaire à type d'apoptose avec état de choc et défaillance multiviscérale qui peut conduire vers le décès lorsqu'il n'y a pas de prise en charge. Cette défaillance multiviscérale peut toucher tous les organes et c'est elle qui va déterminer le pronostic de l'état de choc. Alors pour le système cardiovasculaire, sur le plan hémodynamique, on va avoir une hyperkinésie lorsque l'hypovolémie est corrigée, qui se traduit par une diminution des résistances artérielles systémiques, une augmentation du débit cardiaque et une tachycardie. C'est donc un phénomène de compensation. Puis on va avoir, lorsque l'hypovolémie va persister
Donc, on va avoir une hypokinésie qui est caractérisée par une chute du débit cardiaque et une hypotension artérielle qui est due à une vasodilatation intense et puis qui peut conduire à une défaillance cardiaque. On a également une dysfonction du myocarde par diminution du volume d'éjection systolique. Cette dysfonction myocardique, elle est aiguë et précoce. Elle est souvent présente avant l'apparition du choc. Elle est due à la libération de cytokines dépresseurs myocardiques et elle est en général réversible à la guérison de l'infection. On a également une dysfonction vasculaire qui est traduite par une diminution des résistances artérielles systémiques qui sont donc dues à une hypovolémie par séquestration et par fuite plasmatique. Elle est liée à une anomalie de l'utilisation de l'oxygène au niveau périphérique et à des modifications de la perméabilité capillaire. L'atteinte du système pulmonaire est présente dans 40% des cas. Elle est due à une nécrose des cellules épithéliales et des cellules alvéolaires avec communication entre l'interstitium et l'espace alvéolaire, formation d'un exsudat et donc œdème aigu du poumon. L'évolution quand l'agression va disparaître, on a deux phases. On peut avoir on aura une phase de réparation qui est caractérisée par la formation d'un infiltrat mononucléé et un rétablissement structurel et fonctionnel chez la plupart des patients, mais chez certains patients, on peut avoir des séquelles donc de ce choc septique qui est caractérisé par une fibrose pulmonaire qui est rapidement extensive. Au niveau du système hépatique, l'état de choc peut être donc à l'origine d'une dysfonction hépatique primaire caractérisée par une ischémie donc hépatique aiguë qui est réversible s'il n'y a pas de pathologie sous-jacente. On aura également une dysfonction hépatique secondaire qui est due à une défaillance hépatique, conséquence de lésions endothéliales et parenchymateuses qui sont en rapport avec la libération d'endotoxines et de médiateurs inflammatoires. Au niveau du système digestif, on peut avoir des lésions hémorragiques et nécrotiques au niveau des muqueuses digestives qui vont aggraver l'hypovolémie par le risque d'hémorragie que ça va entraîner. Et on peut également retrouver une érosion de la muqueuse intestinale qui va entraîner une perméabilisation de l'endothélium et des phénomènes de translocation bactérienne qui vont venir aggraver l'état septique. La répercussion du choc septique sur le métabolisme s'accompagne d'une augmentation de la consommation d'oxygène et d'une acidose lactique qui est le témoin d'un métabolisme anaérobique. Sur le plan hormonal, on va avoir une augmentation de la concentration du cortisone, du glucagon et de l'hormone de croissance, un risque d'hypoglycémie qui d'ailleurs est un signe de gravité du sepsis et un hypercatabolisme azoté. Au niveau de la coagulation, très souvent on va retrouver une CIVD. On peut également avoir donc des encéphalopathies, des troubles de la conscience et des confusions sur le plan neurologique. Et enfin, on peut également avoir une insuffisance rénale qui est la conséquence d'une hypotension et des troubles de la microcirculation. Pour le diagnostic, eh bien, la reconnaissance d'un état de choc septique repose sur la mise en évidence d'une défaillance circulatoire aiguë associée à un foyer infectieux. Les manifestations cliniques vont retrouver des signes qui sont communs à ceux de tous les chocs, à savoir une tachycardie réflexe, une hypotension artérielle, des marbrures cutanées avec des extrémités froides et cyanosées, une polypnée, une encéphalopathie septique qui peut aller de l'agitation jusqu'au coma profond et une oligoanurie. On va également rechercher des signes qui sont spécifiques au choc septique, tels que la présence d'une infection ou encore la présence de frissons, de fièvre ou d'hypothermie.
Pour l'examen clinique, on s'acharnera à rechercher la porte d'entrée qui conditionnera la qualité du traitement antibiotique. Les principales portes d'entrée d'un choc septique sont pulmonaire, hépatodigestif, urinaire, liées à un cathéter ou encore cutané et méningé. En cas de choc inexpliqué, on recherchera toujours un foyer pulmonaire par la réalisation d'un cliché thoracique, une infection urinaire par un ECB des urines et on sera attentif à la recherche d'un foyer infectieux profond par une échographie ou un scanner. Pour les examens complémentaires, il n'y a aucun examen qui est nécessaire pour affirmer le diagnostic d'état de choc. Le diagnostic de l'état de choc septique est un diagnostic clinique qui ne doit pas retarder sa prise en charge. La biologie et l'imagerie vont nous aider au diagnostic étiologique. Ils vont évaluer le retentissement de l'état de choc et la répétition des bilans va nous permettre une évaluation de l'efficacité des thérapeutiques que nous avons administrées. Il est important de faire des prélèvements systématiques de tous les éléments susceptibles de faire la preuve d'une infection, qu'elle soit locale ou loco-régionale. Pour les examens à visée étiologique, le bilan biologique, notamment la formule numération sanguine, peut retrouver une hyperleucocytose, parfois une neutropénie transitoire. On note également un syndrome inflammatoire caractérisé par une augmentation du CRP et ou de la procalcitonine, en sachant que la procalcitonine, c'est le meilleur marqueur du sepsis et que l'absence de syndrome inflammatoire n'élimine pas l'infection. Il faudra également faire une identification microbiologique avant le début de l'antibiothérapie en réalisant 2 hémocultures au minimum, faire une culture de tous les liquides biologiques ou tissus suspects d'infection tels que les urines, le liquide céphalorachidien, les expectorations, le liquide pleural ou les tissus sous-cutanés. L'imagerie radiologique telle que les ultrasons, le scanner et l'IRM ont une grande utilité diagnostique dans la localisation du foyer primaire. Elles ont un intérêt thérapeutique parce qu'on peut réaliser donc des ponctions ou des drainages éco-guidés et elles ne doivent pas retarder la mise en route du traitement anti-infectieux. Vous voyez que les examens à visée étiologique vont nous permettre d'identifier les principales portes d'entrée qui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, sont essentiellement pulmonaires, hépatodigestives, urinaires, endovasculaires et cutanées. En cas de choc inexpliqué, il faudra donc faire un cliché thoracique à la recherche d'un foyer pulmonaire, un ECB des urines, une échographie abdominale et une ponction lombaire au moindre doute pour rechercher des lésions cutanées de purpura. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans 10 à 20% des cas, il n'y a pas de porte d'entrée identifiable, que on a 30% de bactériémie et que dans un tiers des sepsis sévères ou chocs septiques, il n'y a pas de documentation bactériologique. Au terme de la démarche clinique, c'est-à-dire après un interrogatoire, une anamnèse et un examen physique, et suite aux résultats des examens paracliniques, un diagnostic étiologique est le plus souvent posé. Il faudra ensuite évaluer la gravité du choc, c'est-à-dire les répercussions de l'état de choc en termes de nombre et d'intensité des défaillances d'organes, car la prise en charge thérapeutique va découler de la cause de cet état de choc et aussi de son retentissement. Donc on fera un dosage du taux de lactate plasmatique. Quand il est élevé, ça reflète une hypoperfusion tissulaire. On fera des gaz du sang artériel à la recherche d'une hypoxémie qui peut être sévère en cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë, une acidose métabolique, une hypercapnie qui traduit un épuisement respiratoire. On fera également un bilan hépatique à la recherche d'une cytolyse, d'une cholestase ou des signes d'insuffisance hépatocellulaire qui témoignent d'une souffrance hépatique. La fonction rénale à la recherche d'une insuffisance rénale, un bilan d'hémostase qui comprend le TP, le TCA et les plaquettes ainsi que le fibrinogène à la recherche des signes de CIVD. Enfin, la radio du thorax va nous permettre de rechercher des images en rapport avec un œdème pulmonaire lésionnel.
L'échographie cardiaque transthoracique est un examen non invasif de référence dans l'évaluation hémodynamique. Il permet d'apprécier la fonction ventriculaire gauche systolique et diastolique, de mesurer le débit cardiaque, d'évaluer les pressions de remplissage du ventricule gauche ainsi que la volémie du patient. On peut également utiliser donc un cathétérisme cardiaque droite qui donne une évaluation plus précise de l'hémodynamique en cathétérisant l'artère pulmonaire grâce à une sonde de Swan-Ganz. Malheureusement, c'est une technique qui est invasive et qui n'est pas indiquée en première intention dans les états de choc septique. La prise en charge thérapeutique du choc septique. Sur le plan thérapeutique, le choc septique nécessite un soutien respiratoire qui consiste en une oxygénothérapie, voire une intubation et ventilation artificielle si le malade est en détresse respiratoire aiguë. Il associe un traitement symptomatique à visée hémodynamique et un traitement étiologique à visée infectiologique. Donc les moyens que nous avons à notre disposition pour le traitement symptomatique, c'est le remplissage vasculaire, les vasopresseurs et les inotropes positifs qui vont permettre une optimisation de l'état hémodynamique et les antibiotiques qui vont permettre de contrôler l'infection. Alors, l'optimisation hémodynamique va se faire grâce au remplissage vasculaire qui va permettre de restaurer une pression artérielle normale afin d'éviter l'hypoperfusion prolongée et les dysfonctions d'organes. Alors pour cela, on peut utiliser des cristalloïdes, des colloïdes naturels tels que l'albumine ou des colloïdes de synthèse comme les dextrans, la gélatine et les HEA. La particularité donc des colloïdes naturels ou de synthèse, c'est qu'ils ont un risque allergique et un risque d'insuffisance rénale élevé, ce qui fait qu'il est recommandé actuellement d'utiliser des cristalloïdes à raison de 30 ml par kilo. L'objectif de ce remplissage vasculaire, c'est d'avoir une PVC qui est de 8 à 12 mm de mercure, une pression artérielle moyenne qui est supérieure à 65 mm de mercure et une diurèse horaire qui est supérieure à 0,5 ml par kilo par heure. Lorsque l'optimisation hémodynamique n'est pas assurée par le remplissage vasculaire, eh bien, on va utiliser des catécholamines qui vont permettre de corriger la pression artérielle moyenne pour qu'elle soit supérieure à 65 mm de mercure et qu'elle puisse assurer une perfusion tissulaire adéquate. Alors, la drogue de choix est la noradrénaline qui a un effet vasoconstricteur puissant. Elle va agir sur les récepteurs vasculaires alpha. On peut utiliser également de la vasopressine chez les patients qui présentent un choc réfractaire à l'expansion volémique et aux fortes doses de noradrénaline. Et quand le patient a une dysfonction myocardique ou un bas débit cardiaque, eh bien, il faudra donner de la dobutamine seule ou en association avec la noradrénaline et l'adrénaline ne sera donnée qu'en deuxième intention. La transfusion sanguine est recommandée lorsque l'hémoglobine est inférieure à 7 grammes par décilitre. L'objectif est d'avoir une hémoglobine comprise entre 7 et 9 grammes par décilitre en l'absence de pathologie coronarienne ou bien de syndrome hémorragique. Pour ce qui est du PFC, on ne l'utilise pas systématiquement pour les anomalies du bilan de la coagulation, sauf s'il y a un syndrome hémorragique ou bien si on a programmé de faire des investigations invasives. Pour le taux de plaquettes, on fera une transfusion plaquettaire s'il est inférieur à 100 000 par millimètre cube. Alors pour les patients qui nécessitent une ventilation mécanique invasive ou qui présentent un syndrome de détresse respiratoire aiguë, eh bien il faudra adapter donc les paramètres de la ventilation en fonction de l'état du patient. En général, le volume courant utilisé, il est de 6 ml par kilo de poids idéal. Il est recommandé de ne pas dépasser une pression de plateau de plus de 30 cm d'eau chez les patients qui ont un SDRA sévère.
d'origine septique et de mettre une pression expiratoire positive qui soit supérieure à 5 cm d'eau, et ceci pour recruter le maximum d'alvéoles. Les patients qui sont intubés doivent être maintenus en position tête surélevée à 30 et 45 degrés pour limiter les risques de pneumopathie acquise sous ventilation mécanique. L'antibiothérapie doit être introduite rapidement pour éviter la surmortalité. Le choix du traitement antimicrobien doit être suffisamment large pour couvrir tous les germes qui peuvent être impliqués. Alors, il va dépendre du foyer infectieux, de la gravité de l'infection elle-même, de l'écologie du service et de la présence d'éventuelles résistances locales comme le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Il est donc recommandé de commencer par une antibiothérapie à large spectre qui sera secondairement ajustée selon les résultats de l'antibiogramme en tenant compte du germe identifié et de ses résistances. La corticothérapie permet de traiter l'insuffisance surrénalienne qui est parfois présente dans les chocs septiques. Certaines études ont démontré que la corticothérapie permettait d'accélérer la résolution du choc septique, mais il n'est actuellement pas recommandé de l'utiliser chez les patients qui répondent favorablement au remplissage vasculaire et à l'administration des vasopresseurs. Si on doit l'utiliser, il faut l'administrer en continu et non pas en bolus itératif pour éviter l'hyperglycémie et l'hypernatrémie qui sont des effets secondaires de la corticothérapie. En conclusion, le sepsis sévère et le choc septique sont deux entités grévées d'une importante mortalité. Il est primordial de les reconnaître rapidement pour adapter une thérapeutique adéquate. Le rétablissement rapide d'une perfusion tissulaire à l'aide d'une réanimation liquidienne agressive et l'administration précoce d'une antibiothérapie à large spectre sont des éléments déterminants pour l'amélioration de la survie des patients.